Collega's, de vergadering is geopend, maar ik weet en ik heb gezien dat er veel opstoppingen, files zijn. En dus ik heb boodschappen van collega's ontvangen die me zeggen, niet zo spoedig. ik kan 10 minuutjes korsen om de kans aan iedereen aan te komen. Het is zo als u wil. Monsieur Mahou, on me dit qu'il y a plein de gens qui sont calés dans les embouteillages. Donc, moi, je fais ce qu'on veut. Est-ce que je suspends 10 minutes? Le temps de laisser arriver tout le monde. Ah, Monsieur Wall est là, donc ça va, on peut commencer. Allez, bon, tant pis, on va travailler. Voilà. Dus de agenda, zoals was gesteld, werd door het bureau goedgekeurd. Zijn er bezwaren? Nee. Dus streven we naar punt 1. Et nous avons la proposition de résolution visant à mettre en œuvre une politique cohérente et intégrée afin de relever un défi pour la santé publique, environnement et maladies chroniques. Le rapporteur ou la rapporteuse est Madame Debu. Madame Debu, demandez-vous la parole. Je vous donne volontiers la parole. Je souriais parce que je voyais Monsieur Wall. J'essaye de gagner du temps parce qu'il me disait ne te presse pas. Voilà, Madame la sénatrice, vous avez la parole. Merci. La Commission a examiné la proposition de résolution visant à mettre en œuvre une politique cohérente et intégrée afin de relever un défi pour la santé publique, environnement et maladies chroniques au cours de ces réunions le 23 janvier, le 6 et 20 février, le 13 mars et le 24 avril 2017. Donc c'est une proposition proposée par M. Mahou, M. Prévost et Mme El Soufi. Et donc M. Prévost, co-auteur du texte, a présenté le projet. Donc selon lui, on observe depuis plusieurs décennies une grave progression de maladies chroniques d'étiologie inconnue, telles que par exemple les maladies rhumatismales, les maladies auto-immunes, etc., contre lesquelles la médecine a actuellement peu de prise et peu de moyens et qui alourdissent de manière significative les dépenses de santé des pays occidentaux. Aujourd'hui, des effets néfastes sur la santé d'un environnement pollué sont admis et reconnus de manière officielle au travers de conférences internationales des ministres de l'Environnement et de la Santé et de nombreux congrès scientifiques organisés par des sociétés médicales. L'orateur rappelle qu'une proposition de résolution sur les maladies environnementales a été débattue au Sénat en 2010. Depuis lors, une proposition de loi interdisant le bisphénol A a été adoptée et le fonds amiante intervient depuis 2017 pour tenter d'indemniser les victimes atteintes de mésothéliome et d'asbestose. Le 30 janvier 2014, la Chambre a adopté un projet de loi qui reconnaît les mêmes droits aux victimes professionnelles et aux victimes environnementales de l'amiante. Tout n'est cependant pas réglé, car indemniser l'irréparable s'avère être extrêmement difficile. Il convient donc de continuer à réfléchir sur le type de pathologies qui doivent être prises en charge dans ce cadre. M. Prévost précise que la proposition de résolution recommande au gouvernement d'insister sur l'importance de l'environnement et de ses répercussions sur la santé en démontrant que les maladies environnementales sont admises et reconnues par les autorités scientifiques tant nationales qu'internationales. Elle recommande, donc la proposition de résolution, également de lancer des pistes de réflexion et d'action pour une politique cohérente et intégrée en matière de maladies environnementales dans notre pays,
telles que la mise en œuvre de formations en médecine de l'environnement, la mise en place d'unités hospitalières de l'environnement, la mise en circulation d'ambulances de l'environnement, le développement et la gestion de bases de données concernant les maladies environnementales et le soutien d'une politique de recherche scientifique. Elle plaide pour des mesures de reconnaissance et de prise en charge de maladies environnementales et pour la poursuite d'une réflexion approfondie sur les dangers que représente pour la population une exposition aux perturbateurs endocriniens. Dans la discussion générale, Mme Lievemas, pour la NVA, indique que son groupe insiste sur la nécessité d'avancer des arguments de médecine factuels suffisamment solides, ce qui ne ressort pas du texte à l'examen. M. Mahou répond qu'il est effectivement primordial d'adopter une démarche scientifique, mais que cela n'empêche pas que l'on puisse ignorer des plaintes des patients simplement parce qu'on ne parvient pas à les classifier. Toujours selon M. Mahou, nos connaissances sur certaines pathologies liées à l'environnement demeurent encore trop lacunaires. Il faut suivre la voie préconisée par le professeur Claude Bernard, c'est-à-dire adopter une méthode scientifique en vue d'identifier les symptômes, de dresser un état des lieux de leur propagation et de déterminer l'étiologie. Pour le groupe MR, M. Évrard pense que le thème de la proposition de résolution doit être examiné avec toute l'attention voulue. Elle comporte plusieurs aspects qui méritent d'être analysés, comme par exemple l'utilisation de pesticides et de néonicotinoïdes en particulier, dont le Parlement wallon est en train de débattre. Pour le groupe écolo, Mme Thibault indique que la proposition de résolution porte sur un thème transversal parce que les compétences en matière de recherche scientifique et de prévention sont partagées entre les entités. Dans le dispositif de la résolution, il importe de hiérarchiser les demandes aux différents gouvernements ou, à défaut, d'adresser celles-ci à l'ensemble des gouvernements. La proposition de résolution, dans sa forme actuelle, ne dit pas clairement à quel niveau de pouvoir la demande est adressée. M. Verreek de l'Open-VLD indique qu'il peut souscrire à l'objectif de la résolution et pense que le texte constitue une bonne base de discussion, mais il doit tenir compte d'un certain nombre d'éléments, dont le fait que la ministre fédérale de la Santé publique a exposé une nouvelle vision promouvant une approche intégrée des soins en faveur des maladies chroniques. Le but étant d'améliorer la qualité de vie du patient et des aidants proches et d'allonger la durée de vie de la population par une affectation plus efficace des moyens disponibles. Selon M. Van Malderen du SPA, il serait bon d'évoquer la recherche scientifique, y compris celle qui est réalisée au niveau des régions, et mentionner le lien entre les facteurs environnementaux et des maladies chroniques comme la présence de particules fines dans l'air. Pour Mme Annemie Maas de Écolo Groen, qui soutient la proposition de résolution, mais souhaite, elle aussi, que l'on fasse mention du lien avec la qualité de l'air. En outre, elle estime que les recommandations doivent être adressées aux différents gouvernements et pas uniquement au gouvernement fédéral. Pour Mme Brouwers du CDNV, celle-ci fait remarquer que la proposition de résolution est très proche et quasi identique à la proposition déposée en 2010 et que la science a quand même considérablement progressé depuis lors et qui aussi, il n'est pas facile d'établir un lien entre des facteurs environnementaux et des maladies chroniques. De nombreux amendements ont été déposés par les différents groupes politiques, notamment pour actualiser le texte. Je vais en citer quelques-uns, et notamment celui de M. Mahou, qui est l'auteur principal de la proposition, qui, dans son amendement numéro 2, a proposé la refonte du dispositif pour tenir compte de toutes les demandes à adresser aux différents gouvernements, donc fédéral, et aussi aux entités fédérées. Je voudrais aussi rappeler les amendements déposés par Mme Bruxelles et M. Verreek, notamment l'amendement 6 qui invite le niveau fédéral et les entités fédérées à veiller à chaque étape de porter une attention particulière à la protection de la vie privée et des droits des patients en matière de développement et de gestion de bases de données biométriques, ainsi que l'amendement 7 portant sur l'importance de la prévention et de l'information de la population en la matière, et enfin l'amendement 8 qui propose que l'extension de la prise en charge des pathologies soit réalisée sur une base scientifique. Je voudrais également citer les amendements de M. Decken et Bastin, notamment sur la mise en place de centres de référence en charge des pathologies liées à l'environnement. Je vous renvoie
pour le surplus au rapport écrit, puisque ce rapport comporte également le compte-rendu intégral des 5 auditions organisées dans le cadre de l'analyse de cette proposition de résolution. Donc cette proposition a été adoptée par 11 voix contre une abstention et le rapport a été approuvé par 10 voix et 2 abstentions. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, madame. D'accord. Merci beaucoup, madame Debu. J'ai comme orateur premier monsieur Mahou. Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais d'abord remercier la rapporteuse, évidemment pour la qualité de son rapport, en se disant qu'après un rapport pareil, après l'avoir entendu, on se demande s'il y en a encore quelque chose à dire. Enfin, il n'empêche, oui, je pense quand même que, je dirais que comme auteur de cette proposition de résolution, je voudrais ajouter quelques éléments, évidemment, au rapport exhaustif que nous venons d'entendre. Selon le Conseil supérieur de la santé, qui a été auditionné dans le cadre de la Commission des affaires régionales, la preuve a été faite qu'une série de maladies ont un lien avec l'environnement ou avec les produits fabriqués par l'homme. Je dirais qu'à cet égard, le rappel évidemment d'une méthode à utiliser par rapport aux facteurs environnementaux qui déterminent des pathologies, je dirais que la méthode à observer est évidemment une méthode scientifique, ça paraît aller de soi. Je pense que ça a été rappelé par des collègues. Comme vous le savez, certains scientifiques pointent aussi le rôle de l'environnement dans le développement de problèmes de thyroïde, des maladies auto-immunes, des affections neuropsychiques, des syndromes de fatigue chronique, de fibromyalgie ou encore de syndrome d'hypersensibilité chimique. On aura compris effectivement que c'est une série de pathologies qui ne sont pas totalement définies, mais je le rappelais en commission, je pense que ça n'est pas parce que la définition, je dirais la preuve scientifique n'est pas totalement établie qu'on peut faire l'économie de la prise en compte des plaintes des patients et de tenter effectivement, dans le cadre des programmes de recherche organisés, de tenter d'établir effectivement une structure strictement nosologique à l'ensemble de ces pathologies environnementales. Je rappelle toujours Claude Bernard, il était professeur bien entendu, mais je rappelle que la méthode de Claude Bernard n'est pas une méthode récente et qu'elle date du milieu du XIXe siècle. Je pense que cette méthode permet d'identifier les symptômes, d'en répertorier la répétition, d'en identifier l'étiologie, afin de tenter une forme de catégorisation non figée permettant de proposer des traitements spécifiques et efficaces. Elle permet aussi de se placer du point de vue du malade, je viens de le rappeler, identifier les intéressés comme des personnes qui souffrent, en tout cas les entendre sans les renvoyer à leur plainte, simplement au motif qu'on n'aurait pas de réponse immédiate à leur donner. Le texte qui est soumis est une réponse cohérente aussi aux auditions d'acteurs de terrain d'hier et d'aujourd'hui. Il s'inscrit dans un processus de longue haleine au niveau belge et international. Dès 1997, la Commission européenne retenait les maladies liées à la pollution comme domaine prioritaire de l'action communautaire en matière de santé publique. En juin 2003, la Commission européenne, toujours, publiait une communication relative à une stratégie environnement-santé par plan d'action successifs qui aboutit le 9 juin 2004 à la ratification du premier plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé. De même, en 1989 déjà, les États membres de la région européenne de l'Organisation mondiale de la santé ont tenu des conférences sur l'environnement et la santé qui ont abouti en juin 2004 à Budapest lors de la 4e conférence ministérielle environnement et santé à l'adoption d'un plan d'action pour l'environnement et la santé des enfants en Europe. Et je dirais que sur le plan d'États membres, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Suède, le Grand-Duché de Luxembourg se sont investis largement sur les enjeux liés à la médecine de l'environnement. Je dirais qu'en Belgique aussi,
Ce thème a nourri le travail parlementaire, peut-être de manière plus particulière au Sénat, puisqu'en 2006, un séminaire a été organisé qui concernait environnement et maladies chroniques, un défi pour la santé publique. En 2010, une proposition, c'est vrai, la rapporteuse le rappelait tout à l'heure, a été déposée, qui s'est révélée après un vote au Sénat caduque suite à la dissolution des chambres. Je voudrais, avant d'évoquer le contenu de la résolution et évidemment des conclusions de notre commission, peut-être évoquer 2 points particuliers. Ce sont les perturbateurs endocriniens et l'amiante. Je veux rappeler qu'il y a un important débat qui a lieu pour le moment de manière tout à fait spécifique sur les perturbateurs endocriniens et donc je ne veux pas évidemment interférer avec ce travail très important, très précis effectivement de notre commission, mais rappeler peut-être que sur les perturbateurs endocriniens, le travail qui a été réalisé a abouti à l'interdiction du bisphénol A, dont on a reconnu effectivement manifestement le rôle néfaste comme perturbateur endocrinien et aboutit à l'interdiction de ce bisphénol A dans les contenants alimentaires pour les enfants sous 3 ans. Ce qui permet de rappeler que par rapport aux maladies environnementales, l'élément de dose seuil n'est pas le seul élément à tenir en compte et qu'il y a l'élément particulier de la sensibilité individuelle qui doit être prise en compte, élément important qui modifie effectivement la manière dont on peut catégoriser l'ensemble des maladies environnementales. C'est un élément qui paraît important à rappeler. En ce qui concerne l'amiante, je pense qu'il faut rappeler un petit peu la situation. En 2007, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a indemnisé les personnes atteintes de mésothéliome et d'asbestose. En 2010, au nom du groupe socialiste, nous avons porté une proposition de relative aux valeurs limites d'exposition contraignantes et spécifiques pour tous les produits de substitution à l'amiante et autres produits dangereux, traduite à cette occasion dans un arrêté royal afin de protéger les travailleurs. C'est un travail parlementaire qui n'aboutit pas à une proposition de loi, à l'adoption d'une proposition de loi, mais qui aboutit au niveau du gouvernement à l'adoption d'un arrêté royal, ce qui a un effet tout à fait identique. Une loi a été votée en 2014 présentant une avancée significative pour les victimes de l'amiante, d'autant plus spectaculaire que l'on connaît le caractère gravissime du mésothéliome. La plupart du temps, les patients qui en sont atteints n'ont pas beaucoup de temps finalement pour réclamer soit une indemnisation, soit un accompagnement véritable par rapport à ce qui leur reste d'existence. Cette loi donc a fait en sorte que les bénéficiaires du fonds amiante et les bénéficiaires du fonds des maladies professionnelles sur le plan de l'intervention pour les soins de santé et de l'aide d'une tierce personne soit dorénavant traités sur un pied d'égalité. Je veux attirer l'attention aussi sur la problématique de l'amiante, où ce n'est pas simplement l'exposition à l'amiante dans une enceinte confinée, c'est-à-dire dans le milieu de travail, qui est prise en compte, mais aussi l'élément plus spécifiquement environnemental de personnes qui vivent dans l'environnement d'usines utilisant l'amiante, qui ne sont pas directement des travailleurs, mais qui ont été contaminés. Je pense que sur le plan épidémiologique, la relation de cause à effet entre la pathologie qu'ils ont développée et l'exposition à l'amiante est tout à fait claire et tout à fait évidente. Je dois quand même, et c'est concomitamment à nos travaux, signaler que la Chambre a voté un projet par rapport à l'alimentation du fonds amiante, immunisant dans l'état actuel des choses les employeurs d'une contribution à ce fonds amiante au motif qu'il était assez pourvu. Je dirais que c'est une démarche qui réduit la contribution. Il y avait une autre démarche qui est tout aussi importante, particulièrement par rapport aux victimes, c'est celle qui défend l'extension, évidemment, des pathologies prises en compte liées à l'exposition à l'amiante et qui, pour le moment, ne sont pas prises en compte en termes d'indemnisation.
Et je dirais qu'à l'heure où la Cour d'appel de Bruxelles, vraiment de manière tout à fait récente, a mis en évidence la responsabilité de la société Eternit, elle ne s'appelle plus comme ça dans le procès amiante, il est à craindre qu'à terme les moyens puissent venir à manquer si on élargit, ce qui est tout à fait souhaitable, les conditions d'octroi des indemnisations. C'est la raison pour laquelle, en commission, nous avons souhaité entendre la famille Jonker, cette famille Jonker qui est de manière vraiment presque complète touchée évidemment par cette problématique de l'amiante et de manière totalement dramatique, puisque ça se traduit évidemment non seulement par des pathologies, mais par des décès. Je pense que beaucoup de membres de notre Assemblée sont au courant de cette problématique. Pour le reste, en me rapportant aux conclusions de cette résolution et du travail de la Commission, je voudrais évoquer dans les 10 points qui se trouvent dans les résolutions, mettre en évidence quelques-uns qui concernent effectivement, comme la rapporteuse l'a rappelé, l'ensemble des gouvernements, ce qui montre bien évidemment que c'est une matière qui est éminemment transversale. D'une part, c'est le développement et la gestion des bases de données relatives à tous les aspects des pathologies liées à l'environnement, qui se traduit par un échange de données dans l'ensemble du pays, l'évaluation de l'impact économique de ces pathologies sur le secteur des soins de santé et sur le secteur de l'emploi, et à l'attention du monde médical, quelques points, vous m'autoriserez à en faire peut-être la lecture de manière peut-être plus extensive. C'est en tout cas certainement la mise en œuvre de formations de base et continuée à l'attention des médecins et la création d'un certificat en médecine environnementale, l'élargissement du dossier médical à des déterminants de risques factuels liés à des facteurs environnementaux, la création d'une cohorte belge, ça c'est de la recherche qui est de la recherche clinique spécifique sur l'exposition des nouveau-nés aux pathologies liées à l'environnement. Elle permettra d'étudier précisément le rôle d'agent de l'environnement au sens large du terme. C'est l'exposition à des agents chimiques, à la pollution atmosphérique, vis-à-vis du risque de développer certaines maladies. C'est un des cas par rapport aux maladies environnementales où il y a moyen d'avoir une démarche qui est une démarche prospective, qui prend par définition quelque temps, mais qui aboutit et qui peut aboutir à des conclusions qui sont statistiques et scientifiques, mise en place de centres de référence en charge des pathologies liées à l'environnement, des mesures visant à aboutir à la reconnaissance et à la prise en charge de pathologies liées à l'environnement par l'INAMI. Il n'y a pas de raison qu'à partir du moment où la preuve est faite d'un rapport entre l'exposition à une forme d'environnement et des pathologies, ces pathologies, dans le cadre de la prévention certainement, mais dans le cadre de la prise en charge thérapeutique, ne soient pas évidemment reconnues par l'INAMI et prise en charge par l'INAMI. Ce sont évidemment des acquis positifs qui devraient permettre des avancées concrètes dans le cadre de la prise de conscience d'une part des maladies environnementales, leur reconnaissance et la prise en charge des patients. Et je pense que le vote de ces résolutions est en tout cas une étape qui peut paraître importante. J'espère qu'elle sera d'ailleurs reportée. Les parlements régionaux travaillent déjà sur ces matières, mais reportées vers les parlements régionaux, si en toute modestie, finalement, elles peuvent alimenter le travail des parlements régionaux. C'est quand même un des objectifs aussi du travail que nous tentons de faire ici. J'ajouterai qu'à l'heure du retrait des États-Unis de l'accord de Paris, c'est une réponse concrète, constructive au négationnisme environnemental assumé ces derniers jours par le président Trump. Je voudrais, Madame la Présidente, terminer en remerciant les intervenants, les services et les collègues qui ont participé à l'élaboration du texte final. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mahou. Meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Er bestaan verschillende argumenten natuurlijk om zich in te zetten voor milieuzorg. En voor mij volstaat eigenlijk persoonlijk al het morele argument, namelijk dat we onze aardbol zo ongeschonden mogelijk moeten doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Maar er zijn ook meer zakelijke argumenten, ook economische argumenten.
Milieuvervuiling kost de samenleving nu eenmaal handenvol geld door minder opbrengst van graangewassen bijvoorbeeld als gevolg van luchtvervuiling. Door extra kosten die bedrijven moeten maken om het oppervlaktewater te zuiveren voor hun productieprocessen enzovoort enzovoort. En ook de effecten van milieuvervuiling op de menselijke gezondheid vormen een sterk argument en daar hebben we het natuurlijk vandaag over. De problematiek van chronische ziekten als gevolg van milieuverontreiniging doet zich in verschillende vormen voor. De heer Mahou heeft al een flinke opsomming gegeven. We kennen asbest en andere kankerverwekkende stoffen, de hormoonverstorende stoffen, effecten op ademhalingsstelsel, op het hart enzovoort enzovoort. Dit alles drukt ook zwaar op onze gezondheidszorg. En los van het voorzorgsprincipe is het voor ons belangrijk dat oorzaken en gevolgen steeds zo helder mogelijk wetenschappelijk aangetoond worden en dat ook de mogelijke therapieën wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn. Aanvankelijk was de resolutie voor ons wat dat betreft een beetje zwak, iets te zwak, maar dat is inderdaad aangepast tijdens de behandeling in de commissie. En dat is een positief gegeven. Wij kunnen dus leven, voorzitter, met de grote lijnen van deze resolutie, maar u kent onze stelling, ons standpunt, dat het geen taak is van de Senaat om aan de deelstaten te zeggen hoe zij hun beleid moeten uittekenen, bijvoorbeeld op het vlak van opleiding van artsen. En bovendien hebben de deelstaten, denken wij, ook geen behoefte aan een Senaat om hun contacten te coördineren. Wij denken dat ze dat ook zelf kunnen, bilateraal. Vandaar dat wij ons gaan onthouden op deze resolutie. Dank u wel. Mevrouw Annemie Maas. U heeft het woord. Ja, is voor de micro zo? Ja, ik denk dat het... Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dames en heren, beste collega's. Het voorstel van resolutie dat vandaag ter stemming ligt, is een beetje een potpourri. Het is een mengsel van evidente maatregelen die allemaal apart goed ruiken, maar van zodra je ze samenvoegt en te lang laat staan, ruiken ze niet zo fris meer. Dat is exact wat er gebeurt met de milieu-gezondheidsmaatregelen in ons land. Fijnstof, pesticiden, glyfosaat of hormoonverstoorders, zoals bisphenol A. Er bestaan evidente maatregelen voor, maar van zodra er samenwerking nodig is tussen de verschillende beleidsniveaus, hangt er een geurtje rond. Academici hebben al lang aangetoond dat heel wat stoffen ons milieu en onze gezondheid schaden. Dat chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes de belangrijkste doodsoorzaak zijn wereldwijd is ook niet nieuw. Tot 14% van de totale ziektelast zou te wijten zijn aan milieuziektes. En dat is van een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze ernstige ziekten hebben bovendien een serieuze economische kost. De vorige spreker heeft er ook al naar verwezen. En toch blijven de ministers nog steeds de hete aardappel naar elkaar doorschuiven zonder fatsoenlijk te overleggen. Neem het voorbeeld van de luchtvervuiling. Hoewel er duidelijk verband is tussen luchtverontreiniging door fijnstof en gezondheidsklachten, fijnstof een directe oorzaak van cardiovasculaire ziekte is en de OECD in maart 2012 concludeerde dat luchtvervuiling in 2050 de grootste milieugerelateerde doodsoorzaak ter wereld zal zijn, dan durven onze regeringen nog altijd niet te raken aan de bedrijfswagen. Het afschaffen van de bedrijfswagen zou nochtans het aantal pendelaars op onze wegen met 20 tot 25% doen dalen, met een belangrijk gunstig gevolg voor de luchtkwaliteit. Beste collega's, wij hebben ook hoorzittingen gehad. En die waren heel interessant, alhoewel dat wij ook serieuze bedenkingen hadden bij een aantal uitspraken van een aantal sprekers. En ik denk daarbij concreet aan professor Bernard, dus waar wij het standpunt zeker niet delen op vlak van de pesticiden. Maar wij hebben andere interessante hoorzittingen gehad. En ik neem toch nog eens even de cijfers erbij. 10.777 doden zijn er in België gevallen
periode 2010, dus het cijfer is alleen nog maar omhoog gegaan, door vroegtijdig overlijden, door slechte luchtkwaliteit. Dat zijn de cijfers. En een andere opmerking die er gemaakt was van de, en ik ga even spieken, van de Hoge Gezondheidsraad, was ook dat in zeer veel landen luchtkwaliteit of luchtverontreiniging een van de meest prangende problemen is en zal zijn. En het is daarom ook dat onze fractie na de hoorzittingen een aantal wijzigingen heeft aangevraagd in de tekst. En we zijn blij dat er in zekere mate dat is overgenomen. Dus kort samengevat, de resolutie is misschien een mooie poging om het thema op de agenda te zetten, maar blijft op een aantal punten toch nog vaag voor ons. Deze tekst gaat voor ons niet ver genoeg. Onze ambitie moet hoger liggen. Ik geef nog 3 andere voorbeelden. De resolutie stelt dat ons land rekening moet houden met de ervaring van andere landen van de Europese Unie. En dat is voor ons veel te vrijblijvend. Nee, België moet in staat zijn om samen met andere landen een voortrekkersrol in te nemen op Europees niveau. We mogen gerust wat meer ambitie tonen. We kunnen bijvoorbeeld druk uitoefenen op de Europese Commissie om snel werk te maken van duidelijke criteria met betrekking tot hormoonverstorende chemische stoffen. Maar ook bijvoorbeeld Dieselgate is op Europees vlak eigenlijk ook zeer jammer afgelopen dat daar geen striktere maatregelen zijn genomen. Ik denk maar aan een apart agentschap die de controle van de wagens op de weg doet. En zo zijn er tal van andere voorbeelden. De resolutie stelt voor om het medisch dossier op evidence-based wijze uit te breiden. We zouden hieraan toevoegen dat er werk moet worden gemaakt van een echte beroepsgezondheidsdossier. Om een betere follow-up van de gezondheid van de werknemers te kunnen garanderen, is een vlottere overzending van het beroepsgezondheidsdossier nodig naast het medisch dossier. Ecologroen diende in de Kamer reeds een wetsvoorstel in opdat werknemers altijd door een arts worden gevolgd en het beroepsgezondheidsdossier van werkgever naar werkgever wordt overgedragen via preventieadviseurs en arbeidsgeneesheren. Ten slotte zouden we aan de resolutie willen toevoegen dat bij elke regeringsbeslissing gevrijwaard moet worden dat de hoogst mogelijke graad van bescherming van de gezondheid van de consument gewaarborgd wordt. Inderdaad kan slechts op die manier voorkomen worden dat regeringsbeslissingen zouden genomen worden die de gezondheid schaden. Een soort gezondheidsmainstreaming als het ware. Collega's, het probleem van de milieuziekte moet bijzonder ernstig genomen worden. Daarom moet echter eerst de ministers uit de verschillende regeringen van ons land wakker schieten. Alle betrokken ministers moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, want, en vorige spreker heeft er ook naar verwezen, met een resolutie in een senaat alleen gaan we het probleem echt niet oplossen. Dus de boodschap is dat wij elk van ons in onze gewestparlementen daar ook verder werk van maken. Dus om af te sluiten, beste collega's, hoewel deze resolutie een potpourri is en wij meer ambitie hadden willen zien, legt zij wel de vinger op de wonden en zet ze een voor ons erg belangrijk thema op de agenda. Onze fractie zal deze resolutie dan ook steunen en roepen u op niet alleen hetzelfde te doen, maar dit onderwerp hoog op de federale en de gewestelijke politieke agenda's te plaatsen. Ik dank u. Madame Debu. Voilà. Donc, au nom du groupe MR, je voudrais donc dire que la santé et l'environnement sont 2 thématiques intrinsèquement liées. En effet, l'état du premier dépend largement de la qualité du second, et nous subissons aujourd'hui indirectement toutes les dégradations auxquelles notre environnement se trouve confronté. Pollution de l'air, pesticides, perturbateurs endocriniens. De plus en plus d'études pointent l'impact très nocif de ces différentes pollutions sur notre santé. L'augmentation inquiétante de grandes maladies chroniques que sont les maladies cardiovasculaires, les cancers ou encore le diabète ou l'asthme est en majeure partie imputée à la dégradation globale de notre environnement. Quelques chiffres pour illustrer l'ampleur de la situation. Selon l'OMS, 14% de la morbidité totale en 2009 serait due à des maladies liées à l'environnement en Belgique. Plus d'1 personne sur 4 de 15 ans et plus déclare souffrir d'au moins
une affection chronique. Le risque d'affection chronique et de multimorbidité augmente avec l'âge. En Belgique, plus d'une personne sur 3 de 65 ans ou plus souffre d'au moins 2 affections chroniques graves. Cet accroissement va peser tant sur l'offre actuelle de soins de santé que sur le système économique. Le constat peut paraître quelque peu alarmiste, mais les relations entre santé et environnement apparaissent de plus en plus comme une préoccupation dans les politiques internationales et nationales. Au niveau européen, la Charte européenne de l'environnement et de la santé, adoptée en 1989, reconnaît le droit inaliénable de chaque individu à bénéficier d'un environnement permettant la réalisation du niveau le plus élevé possible de santé et de bien-être. Depuis 1999, les États membres de l'Union européenne se sont engagés à élaborer des plans nationaux pour l'environnement et la santé. Au niveau de notre pays, de nombreuses mesures ont été prises en la matière. Et le groupe MR a notamment introduit un amendement afin de mettre en évidence le travail déjà réalisé à la fois par le gouvernement fédéral et les entités fédérées. À titre d'exemple, le 19 octobre 2015, les ministres de la Santé publique, des entités fédérées et de l'autorité fédérale ont approuvé un plan conjoint en faveur des maladies chroniques intitulé « Des soins intégrés pour une meilleure santé ». La mission du plan est de soutenir une amélioration de la qualité de vie de la population et en particulier en faveur des personnes souffrant d'une ou plusieurs maladies chroniques, et ce, afin qu'elles puissent vivre au mieux dans leur propre environnement et dans la communauté et puissent gérer leur processus de soins de manière active. Il était important pour notre groupe que toute extension de liste des pathologies donnant droit à une indemnisation résulte de résultats scientifiques certains. Nous ne pouvons dès lors que souscrire à l'amendement déposé par les collègues Bruxelles et Verreek. Nous ne pouvons que saluer la collaboration entre les ministres de la Santé publique en la matière et inviter qu'elle se poursuive. Les ministres, au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées, ont ainsi présenté une nouvelle vision sur les soins intégrés pour les patients souffrant de maladies chroniques. La présente proposition de résolution s'inscrit dans cette continuité et veille de manière positive et réaliste à la mise en œuvre d'une politique cohérente et intégrée. Il est indispensable de développer des projets transversaux et de collaborer à tous les niveaux de pouvoir et de mettre l'accent sur la prévention. Prévenir plutôt que guérir, c'est le bon sens qu'il faut retrouver. Bien entendu, notre groupe soutiendra cette proposition de résolution. Je vous remercie. Bon, chers collègues, le Sénat n'est pas encore devenu un dance floor. Hein. J'entends de la musique, mais pour Monsieur Destex. Je dis le Sénat n'est pas encore devenu un dance floor. Meneer Beenders. Beste collega's, er zijn al heel wat sterke argumenten verteld waarom deze resolutie belangrijk is. Er zijn ook argumenten verteld waar ik mijn wenkbrauwen eigenlijk wel bij frons en mij dan weer de vraag stel waarom de mensen hier dan eigenlijk zitten. Maar laat ons vooral focussen op de essentie en het belang van deze problematiek die met deze resolutie aan de kaak wordt gesteld. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat met de regelmaat van de klok dat we zien dat alsmaar meer buurten en steden zich zorgen maken over de link tussen volksgezondheid en leefmilieu. Steeds meer burgers groeperen zich om antwoorden te krijgen, om zeker te zijn of hun omgeving niet schadelijk is voor hun gezondheid. Cijfers bewijzen dat het aantal chronische zieken alsmaar toeneemt en dat dikwijls gebeurt door factoren waar die desbetreffende inwoners niet altijd impact op hebben. Denk bijvoorbeeld aan de recente gebeurtenissen rond asbest in Sint-Niklaas, de luchtvervuilingsproblematiek in Genk-Zuid, het fijnstof in al onze centrumsteden en ook de vliegtuigen met een ultrafijn stof die toch wel zorgen voor de nodige problemen. Ik denk dat één zaak zeker is, de link tussen gezondheid en omgevingsfactoren, die is effectief bewezen. Laat ons vanuit de politiek dit nu ook erkennen en onze verantwoordelijkheid nemen. Ook al kost het soms vaak veel tijd om die oplossingen te vinden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan die asbestproblematiek. Toch zijn we bij SPA ervan overtuigd dat een sterker ingrijpen zich effectief opdringt. En met sterker ingrijpen bedoel ik ook meer gecoördineerd ingrijpen. Want laat ons eerlijk zijn, de problematiek van vervuiling of luchtvervuiling stopt niet aan de stadsgrens, stopt niet aan de gemeenschapsgrens, maar stopt ook niet aan de landsgrenzen. En ik denk dat het dan de taak van de Senaat is om initiatief te nemen en om elk initiatief te steunen dat oplossingen kan bieden
aan deze problematiek. Ik denk dat we in dit verhaal alles moeten doen wat we kunnen om het hoog op de politieke agenda te zetten, om stappen vooruit te zetten, om oplossingen te vinden, om de groeiende groep mensen met chronische ziekten, om dat terug te dringen. Dat is ook de reden waarom wij vanuit de SPA deze resolutie wel steunen. En ook die reden waarom wij vinden dat de Senaat hier een expliciete bevoegdheid in heeft. We vinden dat wij, zeker na de bespreking en de amendementen die werden goedgekeurd, alle kansen moeten geven aan deze resolutie en ook deze problematiek op de agenda moeten zetten, daar waar we kunnen, dus ook hier. Dus SPA zal met volle overtuiging zo meteen ja stemmen en ik hoop dat de andere fracties in dit parlement dit ook doen, omdat dit een signaal is om de problematiek waar we vandaag de dag alsmaar meer mee geconfronteerd worden, uiteindelijk te kunnen oplossen. Ik dank u. Kort, synthetisch. Goed, meneer Van Akkeren. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ga vanuit mijn bank een paar woorden zeggen. De CD&V-fractie ondersteunt uiteraard deze resolutie. Ik denk wel dat het van belang is dat wij ook hier in de Senaat trachten van voorbij de slogans te gaan. Er zijn eigenlijk in dit land volgens mij geen klimaatontkenners meer. Er zijn geen mensen die de dwaze uitdrukking zouden gebruiken van er is geen verband tussen leefmilieu en gezondheid. Daar is denk ik niemand met een beetje gezond verstand die wil beweren dat dat niet zo is. Dus met andere woorden zeggen, er is een verband, ja, zo bijzonder politiek moedig is dat nog niet. Je moet vervolgens, wetende, Frank Furre die heeft daar een heel interessant boek over geschreven, wetende dat wij leven in een culture of fear, dat het ook de verantwoordelijkheid van iedereen die leiding geeft in een samenleving, om ervoor te zorgen dat men op zijn hoede is voor de juiste dingen en niet noodloos bang gemaakt wordt voor andere dingen. Dat staat niet gelijk met ontkennen dat er een verband is tussen leefmilieu en gezondheid. Dat is namelijk heel duidelijk zeggen dat er een verband is, maar dat dat verband telkens opnieuw zo goed als menselijk mogelijk en met inbegrip van het gebruik van het voorzorgsprincipe, dat dus met andere woorden ook vertelt dat wanneer je er een beetje aan twijfelt, dat je beter voorzichtig bent dan domme dingen te doen, maar tegelijkertijd ervoor te zorgen dat je niet zomaar bij het banale standpunt komt van het leefmilieu waar wij vandaag in leven, dat maakt iedereen ziek en dus moeten we met z'n allen ongelukkig zijn, want dan krijgen we nog meer psychische aandoeningen gewoon uit angst voor dat leefmilieu. Dit wil ik benadrukken, omdat een van de dingen die wat CD&V betreft het belangrijkste in deze resolutie is, dat is de duidelijke oproep om evidence-based, wetenschappelijk ondersteund, goed samenwerkend op zoek te gaan naar precieze, accurate gegevens die toelaten om risico's in te schatten. En we moeten ook ophouden van diegenen die daarop aandringen te verwarren met mensen die het willen ontkennen. Het is niet omdat je het precies wil weten of omdat je de zwaarte van het risico wil kennen, dat je een klein risico niet belangrijk zou vinden. Alleen is in de politiek het niet het is van een bepaald belang om te weten welk soort van risico gepaard gaat met welk soort van leefmilieufactor. Dus dat is de reden waarom wij in het bijzonder daarop hebben aangedrongen, want meneer Mahou, die ik echt het krediet geef van dit onderwerp aan de gang te laten houden, zal het mij niet kwalijk nemen. Ik denk dat hij dat zelf ook heeft gezegd. Veel nieuws, heel veel nieuws bevat onze resolutie eigenlijk niet. Dit is eigenlijk nog eens opnieuw zeggen, zoals mevrouw Maas terecht zei, dit is een onderwerp dat veel hoger op de politieke agenda zou moeten komen. Eigenlijk komen wij hier niet met revolutionaire dingen voor de dag in deze resolutie. We zeggen gewoon, in de politiek is er een grotere belangstelling nodig voor dit onderwerp. En ik wil daarmee afsluiten. We moeten in de Senaat nog eens nadenken, al het werk dat wij hier nu doen, sinds pakweg 3 jaar. Welk zijn de gevolgen die men daaraan hecht buiten de muren van deze Senaat? En op welke manier slagen wij er ook als Senaat in om daarop toe te zien dat men wel degelijk rekening houdt met wat hier verteld wordt. Als ik deze resolutie lees, dan zou ik veronderstellen dat de interministeriële conferentie voor volksgezondheid, misschien verzameld met de interministeriële conferentie voor leefmilieu, dat mevrouw De Blok, ik weet niet wie nu de conferentie leefmilieu voorzit, dat is een beurtrol van de gewesten, maar dat het een vanzelfsprekendheid zou zijn dat die interministeriële conferenties over deze resolutie zich even buigen, niet om te zeggen van amai,
wat hebben de mensen van de Senaat nu bedacht, daar konden wij zelf niet opkomen, want wij geven geen adviezen aan mensen die ons advies niet nodig hebben. Dat is niet alleen de bedoeling. De bedoeling is soms ook van, en dus ik sluit me wat dat betreft echt aan bij mevrouw Maas, om te zorgen dat de agendazetting van een onderwerp een paar graden omhoog gaat. Maar wij, mevrouw de voorzitter, wij moeten er ook op toezien dat dat ook gebeurt. We kunnen dat doen door hier een colloquium te organiseren en die ministers tot hier te laten komen. Maar we kunnen dat ook doen door, wanneer wij nagaan wat men met onze resoluties doet, van daar een beetje veeleisender op te zijn. Tot nu toe zeggen wij na elke resolutie, na elk verslag, we sturen dat door naar acquis de droit. Is het geen tijd om aan onze diensten te vragen om na een jaar eens te kijken, ja, en wat is er dan van gekomen? En moeten wij ook in de plaats van nieuwe onderwerpen telkens aan te vatten, eens een keer niet bezig zijn met het goed verifiëren dat datgene wat we hier gepresteerd hebben, want we hebben hier meestal intellectueel sterk werk gedaan, dankzij de diensten, dankzij ook de tussenkomsten van al die mensen die naar die hoorzittingen komen, maar om na te gaan dat wij wel degelijk impact hebben en desgevallend ook een beetje moeten aandringen in de respectievelijke parlementen, in de respectievelijke regeringen, dat men met onze resoluties en onze informatieverslagen iets doet. Dat, mevrouw de voorzitter, is wat ik met betrekking tot deze belangrijke resolutie, die wij uiteraard volhartig zullen steunen, wilde zeggen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Akker. Dus heb ik meneer Verreek. Ja. Mevrouw de voorzitter, geachte collega's. Ik ben blij om hier in de Senaat, ver weg van de politieke waan van de dag, samen met u het meer fundamentele en lange termijn beleid voor een stukje mee vorm te geven. Ik wil er waarschijnlijk ten treure toch nog eens op wijzen dat de Senaat een federale kamer is. En dus, collega Van Dalen en collega's van de N-VA, het is echt niet de Senaat die aan de deelstaten aanbevelingen doet. Het is niet de Senaat die aan de deelstaten oplegt hoe ze hun beleid moeten vormgeven, maar net omgekeerd. Het zijn de deelstaten die aan de federale regering aanbevelingen doen. Dit is een resolutie van een federale kamer en dus dit gaat naar het federaal parlement en dat zou u als confederalist toch als muziek in de oren moeten klinken. Goed. Voorliggende resolutie, collega's, werd ingediend bij de start van de legislatuur en aangezien ondertussen verschillende stappen in de goede richting werden gezet, behoefde de resolutie een actualisering. En er is sindsdien al heel wat werk verricht door zowel de gemeenschappen als de federale regering. Ik zal het kort even overlopen. Er was op 19 oktober 2015 een interministeriële conferentie waaraan de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid hebben deelgenomen en waarin ze een gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken hebben goedgekeurd met als titel Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid. Enkele maanden later, op 2 februari 2016, hebben dezelfde ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid hun visie op de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken voorgesteld met concrete pilootprojecten voor die geïntegreerde zorg. En in dat kader hebben zij samen met de stakeholders een gids voor pilootprojecten voor geïntegreerde zorg samengesteld die zorg- en hulpverleners zo goed als mogelijk moet voorbereiden en begeleiden in de ontwikkeling van een pilootproject. En in het verlengde van deze gids werd een oproep tot kandidaturen voor pilootprojecten gelanceerd. Ondertussen werden er 16 van dergelijke pilootprojecten voor geïntegreerde zorg voor chronisch zieken geselecteerd. Die 16 projecten die kunnen rekenen op steun van de overheden en zijn ondertussen van start gegaan. Vandaar dus de reden dat deze resolutie moest geactualiseerd worden. Zoals de verslaggever mevrouw De Bu daarnet al zei, zijn er enkele belangrijke aandachtspunten van onze fractie Open VLD overgenomen. Zo werd op onze vraag inderdaad expliciet verwezen naar de noodzaak om bij elke stap betreffende het opstellen en het beheer van een biometrische gegevensbank bijzondere aandacht te schenken aan de privacy en de rechten van de patiënt. Voorliggende resolutie neemt ook enkele belangrijke aanbevelingen op die het onderzoek en de ondersteuning van patiënten die lijden aan een milieuziekte ten goede
zullen komen. Zo werd er terecht aangedrongen op een doorlopende actualisering van de lijst van pathologieën, van ziektes, die in aanmerking komen voor een schadevergoeding door het Asbestfonds. Belangrijk voor onze fractie is dat dit geschiedt op wetenschappelijke basis, maar tegelijkertijd, wanneer die lijst eenmaal is opgesteld, dat de patiënten ook snel tegemoet worden gekomen. Ik denk dat de indieners hierop systematisch hebben aangedrongen en onze fractie steunt hen bij dit streven. Collega's, onze samenleving is de afgelopen 100 jaar rijker en gezonder geworden. De levensverwachting is gestegen, de kindersterfte is gedaald en vele ziekten zijn uitgeroeid of behandelbaar. Maar toch is deze resolutie belangrijk, omdat onze samenleving vandaag wordt geconfronteerd met ziektes, vaak ook met nieuwe ziektes die veroorzaakt worden door omgevingsfactoren. Daar wordt inderdaad, collega Van Akker, vandaag de dag niet meer aan getwijfeld. En de resolutie geeft duidelijke richtsnoeren mee naar het beleid betreffende de wijze waarmee hiermee moet worden omgegaan. Een belangrijk luik betreft het preventie en het informeren van de burgers. En hier is nog heel wat marge. Het is ook een groot probleem. Circa 1 miljoen landgenoten hebben vandaag het statuut van chronisch zieke bij het RIZIF. En dat is een cijfer dat jaarlijks stijgt en dit onder meer door de vergrijzing. Het percentage personen met een chronische aandoening stijgt dus sterk met de leeftijd. Bij jonge mensen tussen 15 en 24 jaar gaat het over een kleine 10%, 9,6%. En van de 75-plussers heeft bijna de helft, 48,8%, een langdurige aandoening. En door de vergrijzing zijn er ook steeds meer chronische patiënten die meerdere ziektes of aandoeningen tegelijkertijd hebben. Ik rond af. Ik wens alle fracties te bedanken voor de constructieve samenwerking rond dit belangrijke thema dat veel mensen rechtstreeks treft. Deze resolutie staat niet op zich. Momenteel zijn er in de Senaat nog 2 andere resoluties in bespreking die aanbevelingen voorop stellen over preventie, maar ook over het vermijden en vervangen van potentieel schadelijke producten. Wij zullen constructief meewerken aan deze resoluties om al dus een globale aanpak te hebben van de aan omgevingsfactoren verbonden ziektes. Ik dank u. Mevrouw, als laatste spreker heb ik mevrouw Van der Meers. Collega's, ik deel de bezorgdheden in zaken volksgezondheid die in deze resolutie ten berde worden gebracht. Het Vlaams Belang heeft voorbije decennia, geen maar, want wij hebben de voorbije decennia in verschillende parlementen, maar ook en vooral in de gemeenteraden, steeds de nodige aandacht gehad voor mensen die getroffen worden door ziekte, veroorzaakt door de vervuiling van ons leefmilieu. We hebben jarenlang verschillende lokale historisch gegroeide vervuilingen aangeklaagd. Asbest, waar overigens rond de ernstige gevolgen daarvan in deze resolutie terecht veel aandacht wordt besteed. Ook bijvoorbeeld rond de problematiek van verbrandingsovens, tot zelfs de kwestie van elektromagnetische velden. En rond al deze dossiers is er bij onze fractie altijd veel aandacht geweest en de nodige zorg voor de gezondheid van de bevolking. En zeker in Vlaanderen is er bijvoorbeeld nog steeds de problematiek van het fijn stof dat uitgestoten wordt als gevolg van de verkeersdensiteit en de sterke industrialisering, dat ook problematisch is voor de volksgezondheid. Nu, een aantal milieuziekten is in de voorbije decennia allesbehalve ernstig genomen. En deze tijd is gelukkig voorbij aan het gaan. En vandaag de dag heeft er nog wel een grote gevoeligheid omtrent dit thema en dat is eigenlijk ook terecht. Nu, deze resolutie stelt onder meer voor dat de deelstaten opleidingen, basiskennis en ook voortdurende vorming zouden organiseren in de eerste plaats voor artsen en de invoering van een attest in zaken milieugeneeskunde. Nu, door gebrek aan opleiding weten artsen soms inderdaad niet goed altijd wat aanvangen met ziektes die veroorzaakt worden door het leefmilieu en de vervuiling ervan. Nu, gelukkig is de voorbije decennium de milieugeneeskunde wel degelijk ontwikkeld. En het concept chronisch duurzame blootstelling aan lage dosissen van schadelijke stoffen, die vaak op synergetische wijze werken,
Het concept bioaccumulatie van die stoffen in het organisme en het concept individuele gevoeligheid zijn essentiële onderdelen van deze nieuwe holistische en interdisciplinaire medische aanpak. Nu, inhoudelijk en te gronde deel ik dus de bezorgdheden die hier worden uitgesproken. Alleen ben ik er niet van overtuigd dat de federale insteek hiervoor naar voren geschoven moet worden om een oplossing te bieden. Ik denk integendeel dat het bestuurlijk institutioneel veel meer voor de hand ligt en ook veel efficiënter zou zijn dat als de beleidsinstrumenten die nodig zijn om die problematiek aan te pakken op één niveau ingezet worden en geconcentreerd worden op dat niveau. En dat dus de bevoegdheden die daartoe nodig zijn het best overgeheveld worden naar één niveau, dat van de gemeenschappen namelijk. Zodat een eenheid van beleid mogelijk wordt op maat van de visies van deze problematieken, zoals die in de beide gemeenschappen bestaat. Ook de problemen zijn verschillend in de beide gemeenschappen en hebben dus een andere oplossing nodig. En ik zal om die redenen mij dan ook onthouden bij deze resolutie. J'ai tous les orateurs qui se sont exprimés. Monsieur Mahou, voilà. Je me permettrai une courte réaction sur, pas de nouveau sur la compétence du Sénat, je m'en voudrais de le faire, mais ce que je veux dire quand même, c'est que séparer les compétences comme certains le souhaitent, j'ai le souvenir de Tchernobyl, où les décisions qui étaient prises, c'était dans une partie du pays les vaches dehors et dans une autre partie du pays les vaches dedans, avec évidemment certainement le fait que le nuage toxique évidemment était arrêté de manière tout à fait significative en fonction des limites évidemment communautaires que la Belgique avait décidées. Je mets 3 points de suspension pour éviter que dans le rapport on considère qu'il ne s'agit pas d'ironie, bien entendu. Donc c'est une première remarque que je veux faire. La deuxième, c'est que dans le cadre des maladies environnementales, effectivement, ça n'est pas tellement preuve d'originalité qu'il faut faire, mais c'est preuve en tout cas de constance. Car on remarque finalement que la prise en compte de la problématique environnementale sur la santé de la population, elle doit être rappelée de manière systématique. Elle doit être rappelée non pas seulement au monde politique, elle doit être rappelée aussi au monde médical et au monde académique, dans la mesure où précisément on constate que si ce rappel n'existe pas, il y a une forme d'assouvissement par rapport à cette problématique et qu'il est important finalement de faire le travail, vous savez, ici et ailleurs dans les autres parlements. Je pense que la démarche est assez identique dans des parlements autres, mais si en plus on pouvait, dans le cadre de ces résolutions, aboutir à une coordination plus importante dans les positions qui sont prises par les uns et les autres, on aurait peut-être très modestement apporté notre pierre à l'édifice. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mahou. Volgende punt is de in overweging neming van voorstellen. Zijn er bemerkingen, opmerkingen? Nee. Ensuite, j'ai une communication. Donc, Monsieur le procureur général de Mons a renoncé à sa demande de levée d'immunité parlementaire d'un membre compte tenu de la décision prise par le Parlement de la Communauté française. Je tenais à vous en informer. Maintenant, nous allons passer au vote de la proposition de résolution qui donc vise à mettre en œuvre une politique cohérente et intégrée afin de relever un défi pour la santé publique, environnement et maladies chroniques. Le vote, stemming is geopend. Heeft iedereen gestemd? Ja. Fin des votes, einde van de stemming. Resultaten van de vote is daar. 32 pour, 8 abstentions. La résolution est adoptée. Elle sera donc communiquée au ministre fonctionnel. Ah,
Oké, sorry. Excuses mevrouw de voorzitter, maar mijn stemmenothouding is niet geregistreerd. Ah, oké. Het is een onthouding? Ja, oké. Dus wordt het comptabiliseerd. 9 onthoudingen. Voilà, la résolution est adoptée. Elle sera communiquée au Premier ministre, aan de minister van Sociale Zaken, minister-president van de regeringen van de deelstaten et au président des différentes assemblées. Voilà, notre séance est terminée. Perfect op tijd. Goede timing. En volgende vergadering vrijdag 7 juli. Voilà, chers collègues.